directeur de la rédaction Le Courrier de Stratège. Tous les regards de la presse de ce week-end se sont focalisés sur les événements autour du groupe Wagner, le rébellion de Prigojine. Nous avons tout vu, les analyses les plus improbables, les joies et les déceptions de BHL et compagnie. Quel est votre commentaire sur ces 24 heures romanesques un peu à la russe? Oui, c'est vrai qu'on a vu les interprétations les plus rocambolesques, dans un sens ou dans l'autre. Il y a une unanimité de la presse occidentale pour expliquer que Poutine va quand même tomber demain matin. Il y a le point de vue inverse qui consiste, alors surtout en Russie, à expliquer qu'en fait tout ça c'était une pièce de théâtre. Moi je crois que en fait quand on regarde bien, ça faisait plusieurs mois que Prigojine n'était plus en phase avec non seulement le ministère de la Défense, mais en fait le président russe lui-même. Et donc il y a quelque chose qui a monté, qu'on peut suivre. On n'y a pas fait très attention parce que dans le flot de nouvelles que nous avons, malgré tout, il y avait des signes. À la mi-avril, Prigojine avait demandé très curieusement qu'on arrête l'opération spéciale en disant ça y est, on a obtenu ce qu'on voulait, ça devrait s'arrêter. C'est un peu le contraire de ce qu'il a semblé dire ces derniers jours, qu'on n'en faisait pas assez. Bon. Et puis, à la mi-mai, il y avait eu cet épisode très très curieux dans les Ukraine Leaks, ces documents officiels américains qui ont été mis sur Internet et dont on a commencé à parler. Il était question de pourparlers entre Prigojine et les Ukrainiens pour arrêter la bataille de Bakhmout, qu'elle avait donné des renseignements sur les manœuvres de l'armée russe. Bon. Et est-ce que c'était vrai ou pas? Moi-même, à l'époque, j'y avais pas trop prêté attention parce que, vu le manque de fiabilité de beaucoup d'informations occidentales sur le conflit, je m'étais dit, j'ai été surpris vendredi après-midi lorsqu'on a vu d'abord une déclaration de Prigojine qui disait des choses manifestement fausses, du genre les Ukrainiens n'ont jamais tiré sur des civils dans le Donbass. Il n'y a pas besoin d'être pro-russe pour savoir que les Ukrainiens, depuis 2014, ont bien tiré régulièrement sur des zones civiles sans qu'il y ait aucune valeur militaire, et ça continue pendant cette guerre. Et puis, il disait aussi que l'armée russe était en train de fuir de certaines zones face à la contre-offensive ukrainienne. Moi, j'ai eu un réflexe très simple. J'ai pris si vous voulez suivre la ligne de front exacte et vérifier les cartes, vous prenez la carte des incendies de la NASA. Et en fait, les satellites de la NASA repèrent les endroits où il y a des incendies à cause des affrontements. Et donc, j'ai vu que la ligne de front n'avait pas bougé. Donc, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, j'ai compris que c'était quelque chose de sérieux lorsque le soir donc c'était vendredi soir, on a entendu le général Surovikin s'adresser à Prigojine au nom de la camaraderie entre combattants. Et là, je me suis dit, s'il y a cette intervention-là, c'est que ça devient sérieux. Jusque-là, la vidéo qui était censée montrer que l'armée russe avait lancé des missiles sur des positions de Wagner m'avait paru assez folklorique. Bon. Alors, on a vu ensuite, samedi matin, bien entendu, des détachements de Wagner, entre autres à Rostov. On a entendu parler d'une marche sur Moscou, même si je pense que l'épisode est très significatif parce qu'on voit le peu de confiance qu'on peut avoir dans les vidéos à partir du moment où elles ne sont pas localisées, détaillées. Je pense qu'il y a encore des tas de choses dont on ne sait pas si c'était vrai ou faux. Mais on a entendu aussi le discours du président russe qui était très clair et qui montrait que c'était pris au sérieux. Alors moi j'ai une interprétation qui me semble la plus évidente, c'est peut-être ma formation d'historien qui me fait dire qu'il faut toujours avoir des explications relativement simples. Je ne dis pas simplistes, mais que se passe-t-il dans la journée de samedi? Et sans qu'on spécule à outrance sur les intentions de Prigojine. Dans la journée de samedi, après le discours du président, on voit l'armée, l'appareil d'État, les gouverneurs de région, la société qui se solidarise avec le président russe. Quelles qu'aient été les intentions ultimes de Prigojine, sur lesquelles on peut spéculer, mais visiblement, ça n'était pas des bonnes intentions, on constate
au fur et à mesure de l'après-midi que la situation s'apaise et donc personne n'avait deviné que ça irait aussi vite, mais on n'est pas surpris le soir quand on apprend que Prigojine, qui avait dit le matin qu'il ne céderait jamais pour rien au monde, ni au président, ni au FSB, ni à l'armée, eh bien, l'après-midi, il accepte quelque chose qui relève de l'exil. Hein. Il faut appeler les choses par leur nom. Il est obligé de quitter le territoire russe. Donc, on a effectivement quelque chose de tout à fait étonnant, qui est une journée improbable. On a en face de ça une double réaction occidentale, parce qu'il y a effectivement tous les gens de médias et les intellectuels ou autoproclamés tels qui s'excitent. Je laisse les qualificatifs. Mais on a aussi, ce qui moi me semble tout à fait significatif, une réaction très silencieuse des différents gouvernements, avec un faux intérêt sur la question de savoir si c'est pas dangereux ce qui va se passer en Russie. Est-ce que le pouvoir, est-ce qu'on sait toujours qui maîtrise les ogives nucléaires? Entre nous, la question est assez risible. Quand on voit l'état de santé du président Biden, je pense que s'il y a un danger aujourd'hui, que l'arme nucléaire ne soit pas forcément bien contrôlée, elle est du côté américain, parce que le président n'est plus en état d'exercer ses fonctions. Donc, à partir de là, je pense qu'on a une réaction qui est très suspecte et qui, moi, me donne à penser que les Américains en savaient beaucoup plus que ce qu'ils ont bien voulu dire. Alors, hier soir, dans le Washington Post et dans d'autres journaux, on apprend que les services américains ont déclaré qu'en fait, ils suivaient ça depuis 15 jours et qu'ils étaient très inquiets, etc. On ne peut pas spéculer outre mesure. Mais la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, dans le Courrier des Stratèges, j'avais publié un article dans lequel je disais il est évident que la guerre tourne en faveur de la Russie. Et donc, pour les Américains, ce sera une défaite, mais comment est-ce qu'on peut essayer malgré tout de gâcher la victoire russe? Alors, je reconnais, j'avais imaginé des scénarios militaires, j'avais oublié le scénario effectivement apparemment improbable d'un putsch. Alors, improbable pourquoi? Parce que les Américains se sont résignés à l'idée qu'il n'y aurait pas de révolution de couleur en Russie. Et ça, même les instituts extérieurs les plus hostiles constatent que l'opinion russe est derrière le président. Donc, il fallait effectivement, et souvent on n'a pas l'imagination assez perverse, il fallait effectivement imaginer qu'on pousse quelqu'un qui soit apparemment plus royaliste que le roi, plus nationaliste que le président russe, pourtant très patriote, etc. Et donc voilà. Alors c'est une hypothèse. J'ai des éléments qui convergent vers ça. Et juste pour finir sur ce point, il me semble que si les Américains disent qu'ils étaient au courant, a fortiori, nous, lecteurs des médias, d'Internet, qui savions, avons vu monter quelque chose, et a fortiori, le pouvoir russe, on imagine qu'il savait beaucoup de choses. Il a laissé s'avancer Prigojine, c'est sans doute l'explication la plus vraisemblable. Ça veut dire aussi, contrairement à la thèse de la plupart des observateurs occidentaux, ça veut dire que le pouvoir russe se sentait assez fort pour ne pas frapper tout de suite et pour laisser s'avancer de manière à exposer le réel rapport de force devant la société russe. En parlant de Evgeny Prigojine, finalement, il se trouve en ce moment en Biélorussie. On ne sait pas où exactement, mais probablement pas très loin de Kiev. Oui, alors j'ai lu ça effectivement sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de spéculations. Je crois qu'il faut faire attention. Il y a 2 jours, il était à 20 km de Moscou, disait-on, et puis aujourd'hui, on dit qu'il est tout près de Kiev. C'est pas, non, moi, ça me paraît pas sérieux, si vous voulez. D'abord, il ne faut pas se tromper. Prigojine a pris la route de l'exil. Ensuite, autant que je sache, le président Loukachenko, c'est pas un jugement de valeur, mais pour être au poste où il est, c'est pas un tendre. Donc, ça m'étonnerait que Prigojine fasse ce qu'il veut, étant en exil et sous surveillance d'un pays
qui visiblement a mis de côté tous ses différends avec la Russie d'avant la guerre et qui aujourd'hui travaille la main dans la main avec la Russie. Et donc, en plus, si vous imaginez ce que ça veut dire, imaginez les Wagner lançant une attaque sur Kiev. D'abord, ça serait incohérent avec ce qu'a exprimé le président russe devant les correspondants de guerre il y a une dizaine de jours lorsqu'il leur a exposé les choses. Il leur a dit il va y avoir la contre-offensive ukrainienne. On va voir ce qu'elle donne. Nous verrons bien si nous avançons. Sinon, il faudra continuer à émousser cet outil. Et il a parlé ouvertement de la question de Kiev. Il a dit que l'idée de retourner à Kiev n'était pas à l'ordre du jour, mais que peut-être la question se poserait un jour, mais vraisemblablement elle demanderait dans ce cas-là une nouvelle mobilisation. Donc on voit bien, militaire privée, elle ne peut se battre que dans la mesure. Imaginez qu'à eux tout seuls, ils lancent une opération sur Kiev. Moi, je n'y crois pas. Dernier point, c'est l'occasion de rappeler que contrairement à ce qu'ont affirmé tous les médias occidentaux, au début de la guerre, il n'y a jamais eu d'intention de la Russie. Dans ce cas-là, il serait entré à 3 contre 1. Il y a eu un pouvoir pendant ce temps conquérir le sud du pays, de l'Ukraine, les régions qui sont au nord de la Crimée. C'est ça qui a été fait. Quand au bout d'un mois, cette mission-là a été largement accomplie, à ce moment-là, les troupes russes se sont retirées. Ça coïncidait avec la tentative, la deuxième phase de la guerre qui se déroule essentiellement dans le Donbass. On est entré à la fin de la guerre, mais ne spéculons pas, on a été suffisamment impatient de voir un dénouement de la guerre, alors que visiblement elle est menée, en tout cas du côté russe, à relativement basse intensité par rapport à ce qu'on attendait. Son discours a souligné qu'il n'allait pas permettre de plonger le pays dans la guerre civile, parlant des événements de la révolution russe. Est-ce que, presque 100 ans plus tard, est-ce que le pays peut-il retrouver les fragilités du passé ou finalement, selon vous, le Kremlin sort à renforcer de cette épreuve ? Alors, je crois que la comparaison avec 1917, elle est très intéressante. À plusieurs titres. La première chose, c'est qu'on complaisante par excellence, celle où tout bascule, et celle où la société bascule dans un cauchemar de plusieurs décennies. Donc ça c'est évident. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en explicitant... Oui, sauf que l'expérience de la Première Guerre mondiale, c'est celle d'un État russe qui était certes modernisé, mais qui n'a pas tenu le choc de la mobilisation pour une guerre totale. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. La deuxième chose, et je crois que 1917, dans ce cas-là, ça renvoie, en fait, c'est 1917 et ce qui a suivi. Et la deuxième chose, c'est le souci visible samedi d'éviter le bain de sang, d'éviter même le début d'une impression. Je crois que samedi a manifesté un soutien de la société russe à son président. Ça me ramène au sujet que je mentionnais à l'instant. Pourquoi est-ce que les Russes n'y vont pas plus fort? Pourquoi est-ce qu'ils ne mènent pas la guerre de manière beaucoup plus déterminée en apparence? Eh bien, je pense que la société russe, on l'oublie trop souvent, est une des sociétés qui a le plus souffert au XXe siècle des conséquences de ces bouleversements majeurs. Et elle l'a souffert dans sa chair. Et donc, il me semble absolument évident depuis le départ qu'une stratégie de guerre, on va dire, progressive, en influence du pays, et le souci qu'a un président qui considère que la société russe est encore par bien des aspects convalescente du XXe siècle, eh bien le souci, il a considéré, à tort ou à raison, hein, je ne veux pas entrer dans ce débat, mais il a considéré qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'aller à l'affrontement en février 2022. Donc les commentaires occidentaux, c'est cette capacité à tenir tous les fils et à voir que d'une part, aujourd'hui, un chef d'État russe qu'il s'appelle Poutine ou pour résister à la Wehrmacht, premièrement, et deuxièmement, il ne peut pas non plus se permettre de tout accepter des Occidentaux. C'est comme ça que moi je lis les motivations de la décision, donc il faut bien faire la guerre.
Et simplement, on voit que la guerre, c'est un mélange. La guerre n'est pas seulement militaire sur le terrain, elle est aussi diplomatique ou géopolitique, elle est aussi économique. Et donc, c'est toutes ces dimensions-là qu'il faut avoir en tête. Européenne, car selon lui, je cite, l'Europe sera plus solide, plus soudée. Comment est-ce que l'Europe sera plus protégée avec le pays en guerre? Ah bah vous savez, je pense que tous ces leaders occidentaux européens sont des enfants de 1968. C'est les années de jeunesse d'Occident, réclamaient un droit à l'incohérence. C'était grandiose, mais c'est un des slogans les moins célèbres de 68, mais peut-être les plus décisifs. Nous réclamons un droit à l'incohérence. Donc là, on a un énoncé, moi je dis bravo à Charles Michel, parce que finalement, il est resté fidèle aux idéaux de sa jeunesse, il a, enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose d'aussi incohérent? Effectivement, je veux dire, un pays en guerre ne peut pas rentrer dans l'Union européenne qui théoriquement sert la paix. Alors, vous me direz, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se demande quand on voit l'Union européenne. Mais ensuite, si vous voulez, moi, je suis beaucoup allé en Ukraine il y a une quinzaine d'années. Ce qui me frappait, c'était le niveau de vie du pays, qui était pourtant supérieur à ce qu'il était même à la veille de la guerre, là, en 2022, et a fortiori aujourd'hui. Je veux dire, quel dirigeant européen, s'il est sérieux, va vraiment expliquer à sa population qu'il faut intégrer l'Ukraine. Et je dirais d'ailleurs, c'est ce qui explique la déclaration de Clément Beaune récemment, disant que ça n'était pas possible. Bon. Mais si vous voulez, en même temps, ce que ça nous dit, parce que Charles Michel n'est pas au-delà je dirais, des plaisanteries faciles, Charles Michel doit bien avoir quelque part une forme de cohérence. Donc ça veut dire qu'en fait, le projet de l'Union européenne, il n'est plus un projet rationnel. C'est un projet pour, à tout prix, consolider une alliance euro-américaine par principe anti-russe. En fait, c'est ça. Et alors, je rappellerai quelque chose de très important, parce qu'on dit souvent les Américains. C'est vrai, on ne prête qu'aux riches. Les Américains ont beaucoup fait pour la situation actuelle. Mais je rappellerai quand même que l'épisode qui mène à la crise de Maïdan, c'est en Union européenne que ça commence, et c'est le refus de l'Union européenne d'accepter ce que le président ukrainien de l'époque, Yanukovych, demandait, à savoir un moratoire pour l'entrée dans l'UE, c'est-à-dire avoir le principe d'une entrée dans l'UE, mais avoir une période de transition de manière à pouvoir adapter une économie qui était encore très tournée vers la Russie, de l'adapter à la compétition avec les économies de l'Union européenne. Et c'est l'Union européenne qui a refusé ça et qui a déclenché la crise. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, Charles Michel est beaucoup plus cohérent qu'il n'en a l'air. Emmanuel Macron s'est invité récemment au sommet de BRICS et la Russie a trouvé cette participation inappropriée. Est-ce que la montée des BRICS va avoir un impact sur les marchés en Europe, sur la crise? Alors, première chose qu'il faut dire, le président français ne manque pas de culot. On est toujours admiratif devant le fait qu'il ne doute de rien. C'est quand même quelqu'un qui, depuis des mois, de facto, fait soutenir l'Ukraine. Il vend, par exemple, des canons César, enfin, il livre, pardon, des canons César à l'Ukraine qui servent à tirer sur les zones civiles dans le Donbass. Et il pense qu'après ça, il va être accueilli à bras ouverts par l'Assemblée des BRICS, surtout que la Russie va dire oui. Alors, moi, je dis, chapeau l'artiste, parce que quand même, il faut oser. Si on regarde, pourquoi fait-il ça? Il y a quelque chose qui est absolument terrifiant du point de vue des intérêts français. C'est le fait que si les BRICS lancent, comme on le dit, une monnaie commune, cette monnaie va avoir un pouvoir d'attraction extraordinaire sur les pays africains,
qui vont naturellement abandonner le franc CFA. Pourquoi? Parce que le franc CFA, dont ils essayent de sortir et dont ils sortent progressivement d'ailleurs depuis des années, ça va accélérer les choses. Le franc CFA est vu comme une série de contraintes. Effectivement, on a eu une attitude totalement absurde depuis le traité de Maastricht consistant à vouloir aligner le franc CFA sur l'euro. Donc ça n'est plus qu'une série de contraintes. En plus, il n'y a même plus l'avantage économique d'une monnaie adaptée aux économies locales, mais on a toujours les contraintes de ce que dit le grand frère français, qui en plus, plus il est à gauche, plus il a un comportement néocolonial. Et donc, on va avoir une monnaie des BRICS menée sur un pied d'égalité, visiblement avec une base monétaire solide. Quel pouvoir d'attraction? Donc je crois que c'est ça qui motivait Emmanuel Macron, et j'imagine qu'il n'a pas renoncé, il va essayer jusqu'au bout de se faire inviter, il voudrait avoir effectivement son mot à dire pour éviter que ça soit l'hémorragie hors du franc CFA. Je crois que de toute façon c'est une illusion. Mais alors là je parle parce que c'est important aussi que les gens comprennent bien mon point de vue. Je peux critiquer la politique française, je peux critiquer les États-Unis, je ne m'en prive pas. Mais ce que je vois, moi, ce qui me semble terrifiant dans cette crise du point de vue français, c'est comme notre gouvernement est dépassé par les événements. On voit visiblement à l'occasion de cette guerre que nous n'avons pas l'outil militaire approprié. On voit que le rejet de la politique française en Afrique est considérable et qu'il mène assez naturellement un certain nombre de pays africains à se tourner vers la Russie. Et on voit aussi que le fait d'être revenu dans le commandement intégré de l'OTAN est quelque chose qui nous apporte bien peu d'avantages. Alors, à partir de là, il peut y avoir aussi des facteurs personnels. Je pense qu'un des gros défauts d'Emmanuel Macron, c'est que même s'il a quelquefois de bonnes idées, les actions ne suivent pas. Et donc il finit par se rallier à ceux qui agissent. Et ceux qui agissent en Occident, ce sont les atlantistes les plus déterminés. On a donc là aussi, malheureusement, une politique incohérente. Et du point de vue des intérêts français, je le regrette. J'en profite pour donner bien clairement ma position. Je pense depuis le départ que dans ce conflit, la France n'avait pas à prendre parti, ni pour l'Ukraine, ni pour la Russie. La France avait à rester neutre et à se proposer comme puissance de médiation. Alors, j'entends bien qu'en Russie, on me dira, mais vous avez eu votre chance avec les accords de Minsk, vous ne les avez pas fait respecter. Je suis bien d'accord, mais ce n'est pas parce qu'on s'est trompé qu'on ne peut pas un jour bien faire les choses. Justement, nous sommes au dialogue franco-russe. Je me demande chaque fois, est-ce qu'on pourrait trouver cet équilibre dans les années qui viennent entre la Russie et la France, dans les relations diplomatiques notamment? Alors, je crois qu'il faudra bien le retrouver un jour. De toute façon, si vous voulez, il n'y a pas d'Europe sans la Russie. On peut raconter tout ce qu'on veut. L'Union européenne n'est pas une Europe complète. Et historiquement, le général de Gaulle l'a toujours dit, il n'y a pas d'Europe sans la Russie. De toute façon, c'est une réalité depuis le XVIIIe siècle au plus tard. La Russie a toujours contribué aux équilibres européens. Elle y a contribué en étant un membre fondamental pour le règlement du Congrès de Vienne en 1815. Elle y a contribué en participant à la Première Guerre mondiale, je saute les étapes, en participant à la Première Guerre mondiale, et je veux dire, la France n'aurait pas survécu aux premiers mois de la guerre, n'aurait pas pu résister à l'Allemagne sans l'engagement russe. Et puis surtout, ce que je trouve on oublie aujourd'hui beaucoup trop, c'est alors la Russie et tous les peuples qui étaient dans l'Union soviétique, mais la Russie jouait le rôle fondamental, qui a abattu la puissance militaire nazie, qui a donc libéré l'Europe de la machine d'extermination la plus terrible de son histoire. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, la guerre froide a été résolue heureusement pacifiquement, et je ne vois pas comment
les pays d'Europe de l'Ouest peuvent vouloir un jour peser dans le monde sans se réconcilier un jour avec la Russie. Mais en même temps, je ne sous-estime pas les obstacles. D'abord, je crois qu'il va y avoir une question morale fondamentale qui va se poser. Pour moi, qui connais l'Ukraine, qui aime les Ukrainiens, j'en ai rencontré beaucoup, qui ai parcouru ce pays vraiment en allant jusque dans les petites villes et les villages. Je veux dire, comment un dirigeant d'envoyer à la guerre, en étant insuffisamment équipé et préparé, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes Ukrainiens, dont on voit en plus qu'ils subissent des pertes gigantesques. Donc je pense qu'il va y avoir ce problème moral que nos nations devront regarder en face, c'est-à-dire qu'ils ont entraîné à la guerre une société qui, au fond, n'en voulait pas, mais en fonction d'intérêts qui étaient les leurs. C'est ce qu'a dit un sénateur américain, hein, on se battra contre la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Donc ça va poser une vraie question et ça va demander un vrai examen de conscience. La deuxième chose, c'est que c'est une guerre entre Européens. Et ça, moi je ne me lasserai jamais de le dire, une guerre entre Russes et Ukrainiens, c'est une guerre entre Européens. Et à partir de là, il va falloir quand même réparer les pots cassés. Et puis, comment pouvons-nous sérieusement penser nous autonomiser face aux États-Unis et peser face à la Chine sans avoir au moins des relations neutres avec la Russie? Moi, il faudra qu'on m'explique comment on fait. J'ajoute que la puissance française a toujours été une puissance d'équilibre européen et que je ne vois pas en ce moment où nous participons à l'équilibre européen. Donc, on a beaucoup gâché. La faiblesse de François Hollande qui ne fait pas appliquer les accords de Minsk, la faiblesse d'Emmanuel Macron qui sent bien qu'il faudrait un rôle de médiation, mais les actes ne suivent pas. J'imagine que ça ne sera pas si facile que ça de renouer avec l'interlocuteur russe. En tout cas, il faudra bien le faire. Alors souhaitons que ça dure seulement quelques années au lieu de durer 10 ou 20 ans. Beaucoup de partenaires de la France, notamment au Moyen-Orient, ne comprennent pas cette position française et appellent ce scénario de couper, de faire tout, vouloir la défaite de la Russie, ils se coupaient de la Russie. Pour eux, c'est un scénario autodestructeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je dirais que on juge une politique à ses actes et aux conséquences de ses actes. Moi, je vois que, par exemple, on a un ministre de l'économie, brillant esprit par ailleurs, Bruno Le Maire, qui nous expliquait qu'on allait faire une guerre économique totale à la Russie et qui pronostiquait l'effondrement de la Russie. Ce que je vois, c'est que c'est plutôt le contraire. Visiblement, on a beau essayer de tordre les statistiques internationales, l'économie russe a l'air de tenir le coup, et ce sont au contraire les économies de l'Union européenne qui souffrent. Donc là, déjà, on a du mal à comprendre pourquoi on s'obstine dans cette politique. La deuxième chose que moi je crains énormément, et ça peut rencontrer les interrogations que vous mentionnez, ce que je crains énormément, c'est que si on pousse le scénario actuel, la contre-offensive ukrainienne va échouer. Inévitablement, que ce soit dans quelques mois ou dans un an, à un moment donné, la Russie arrivera à ses objectifs militaires en Ukraine. À partir de là, si ça se passe bien comme ça va être une défaite pour les États-Unis et pour tous ceux qui ont pris parti pour ce schéma-là. Donc, moi, ce que je crains beaucoup, c'est que pour compenser, les États-Unis s'efforcent de soumettre encore plus l'Union européenne pour en vampiriser la substance, parce que si on pousse les tendances actuelles, ce n'est pas simplement des tendances militaires, c'est aussi des tendances monétaires. On commence à parler de dédollarisation. Mais si on pousse ça, c'est un vrai coup à la puissance américaine. Qu'est-ce qui reste aux États-Unis? Il leur reste à vampiriser l'Europe. Donc je crois que nos dirigeants, je parle des Français, mais on pourrait dire la même chose des dirigeants allemands, ne se rendent pas compte du piège dans lequel ils sont entrés en se comportant très différemment de ce qu'avaient fait Jacques Chirac et Gerhard Schröder lors de la guerre d'Irak, en ne s'opposant pas du tout aux États-Unis. Et je conçois que ça puisse rendre perplexes des amis de la France ailleurs dans le monde. Ajoutons,
on y faisait allusion tout à l'heure, que l'Union européenne a toujours professé la paix et que là, elle est singulièrement absente des tentatives de médiation, à part la Hongrie, dans l'Union européenne. C'est tout à fait terrible, parce que si une organisation ne sert plus la mission pour laquelle elle a été fondée, à quoi sert-elle? Comment imaginez-vous la table des négociations au moment venu? Qui est présent, qui est absent? Je vais vous dire, alors là, moi je suis aujourd'hui très pessimiste, c'est-à-dire que je pense que le refus obstiné des États-Unis et de l'Union européenne de tendre la main en quoi que ce soit, ou de modérer l'Ukraine, ou de forcer l'Ukraine à aller négocier, me fait penser qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de négociation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la Russie jugera qu'elle a atteint ses objectifs militaires, et à ce moment-là, on aura en face, et c'est absolument tragique, une société ukrainienne qui aura été en partie vidée de sa substance, toute une génération qui aura été fauchée. Et donc, à ce moment-là, ça sera une capitulation sans condition. Alors ensuite, me direz-vous, comment les autres vont-ils s'arranger, les Polonais, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis? On voit très bien que les Américains se disent, mais si on gelait le conflit? Moi, je crois que le conflit il sera gelé, mais la différence, c'est qu'il ne sera pas gelé au milieu de l'Ukraine, il sera gelé à la frontière occidentale de l'Ukraine. C'est plutôt comme ça que je vois les choses. Et je ne crois pas que les États-Unis veuillent aller jusqu'à la guerre nucléaire. L'establishment américain est trop riche, trop opulent, trop hédoniste pour prendre le risque de l'escalade nucléaire. Il veut conserver ses privilèges. Il va y avoir quand même des réactions dures. Que se passera-t-il lorsque tous les intérêts économiques et financiers américains qui ont investi dans l'agriculture ukrainienne se verront dépossédés? Bon, mais c'est peut-être ça aussi qui fera que du côté américain, on voudra négocier quelque chose. Mais entre nous, je ne serais pas étonné que la Russie ne concède quasiment rien. Est-ce que les élections aux États-Unis pourraient jouer un rôle dans la recherche des solutions pour la paix? Alors, il est certain qu'on a un calendrier très important, puisque à partir de l'automne commence la campagne des primaires. Donc, effectivement, on voit bien que la guerre d'Ukraine va devenir un enjeu. On voit bien comment Donald Trump, qui sera candidat à l'investiture par le Parti républicain, utilise déjà le thème. D'ailleurs, je trouve qu'il le fait plutôt bien, puisqu'il dit les choses, il dit avec moi, il n'y aurait pas eu de guerre, parce que les choses auraient été claires de part et d'autre. Et c'est vrai que pendant son mandat de président, il n'a déclenché aucune guerre, à la différence des présidents américains précédents et de son successeur. Mais je crois qu'effectivement, ça va devenir un enjeu. Donc, on voit bien qu'il y a une fenêtre de tir jusqu'à la fin de l'été du point de vue occidental pour essayer de pousser les choses et essayer de renverser la vapeur en faveur des Ukrainiens. Après ça, ça sera trop tard. Le problème, ce que ne voient pas les Européens, ce que ne voient pas les Américains, c'est que je ne suis pas sûr qu'au mois d'octobre, la Russie aura envie de négocier. Et donc moi, je m'attends plutôt à ce que le conflit dure encore un moment, jusqu'à ce que la Russie obtienne ce qu'elle souhaite. Je ne peux pas en dire plus, mais je suppose qu'une ligne Kharkov-Odessa, c'est assez cohérent. Mais ça, je peux pas spéculer. En parlant des intérêts des États-Unis, dernière révélation du haut responsable de BlackRock qui a déclaré dans un enregistrement en caméra cachée que finalement les États-Unis ne sont pas dirigés par le président, mais par ceux qui contrôlent le portefeuille du président. Il y avait aussi plusieurs révélations qui peuvent être considérées comme explosives. Pourquoi la presse ne parle pas, la presse en France notamment, ne parle pas de ces révélations? Alors, plusieurs remarques. D'abord, oui, j'ai vu cette interview. C'est vrai qu'il y a encore de bons journalistes aux États-Unis, y compris surtout dans des médias alternatifs, et qui donc piègent comme ça des dirigeants et leur font dire plus que ce qu'ils ne devraient dire. Alors,
moi, quand j'entends ces choses-là, je me méfie toujours un peu parce que je pense qu'il y a un mythe et que ce mythe, c'est celui, je dirais, d'un pouvoir financier qui tiendrait tout et qui tiendrait aussi les politiques. En fait, moi, j'ai une approche plus classique. Je crois que chaque nation a une élite et que cette élite défend des intérêts. Dans la mondialisation, on va dire que l'élite se fiche de savoir si la population dans son ensemble se retrouve dans les intérêts qu'elle défend. Bon. Et il y a eu des périodes, au contraire, d'unanimité entre les élites et le peuple. Bon, mais là, ce n'est pas le cas depuis une quarantaine d'années. Et donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, oui, BlackRock fait partie de ces investisseurs extrêmement puissants et ils ont une vision globale de l'économie où ils investissent, ils ont des prises de participation un peu partout. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, leur pouvoir ne tient que dans la mesure où il y a la puissance militaire américaine, et c'est la manière dont les États-Unis intimident le reste du monde qui a fait tenir le dollar. Donc ce n'est pas simplement la question du portefeuille du président américain, c'est aussi la question des armes du président américain. Alors vous me direz, peut-être BlackRock investit dans l'industrie de l'armement aussi. On est bien d'accord. Mais en fait, vous avez, je crois que ça, moi je ne suis pas du tout séduit par les thèses qui voient un pouvoir occulte. Non, il y a effectivement aujourd'hui un pouvoir américain, je dirais même anglo-américain. Pensons aussi à la coopération des services, les Five Eyes, etc. Il y a un pouvoir anglo-américain qui, jusqu'à récemment, pensait qu'il dominait le monde. Alors, ça avait des conséquences. BlackRock, par exemple, a largement investi dans les terres ukrainiennes, en contournant la législation ukrainienne et ensuite en instrumentalisant le président Zelensky contre la volonté du peuple ukrainien. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien que c'est un faisceau de facteurs financiers, économiques, monétaires, politiques, militaires. Et quelle est la grande nouveauté de l'année 2022? C'est que jusque-là, ce pouvoir américain se voyait tout puissant. Il avait des alliés, les Britanniques, il avait des vassaux, les Européens, continentaux, et il se voyait tout puissant. Il avait écrasé tous ceux qui osaient se mettre sur son chemin, que ce soit l'Irak, la Serbie de Milosevic, la Libye, etc. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que pour la première fois, il y a un pays qui non seulement ose se mettre sur le chemin des États-Unis, mais qui, en plus, a la puissance militaire de dire aux États-Unis, n'essayez même pas, de toute façon, vous risquez de perdre la guerre. Et alors ça a une conséquence absolument gigantesque, parce que cela révèle des tendances qui étaient déjà existantes, par exemple la tendance à sortir du dollar, qu'on voyait au Moyen-Orient depuis des années, mais là, tout d'un coup, les choses s'accélèrent. Autre exemple, la Chine. On dit le partenariat russo-chinois, il est déséquilibré, c'est la Chine la plus puissante. Mais pas du tout. Il est très équilibré, ce partenariat, parce que les Chinois ne sont pas un peuple de guerriers, c'est un peuple de marchands. Pardonnez-moi, je suis un peu simplificateur, mais il faut comprendre ce qui est en jeu. Et jamais les Chinois n'auraient osé affronter militairement les États-Unis comme la Russie le fait. Et donc, il est bien évident que ce dont Xi Jinping est reconnaissant à Vladimir Poutine, c'est précisément d'avoir osé faire ça. Donc en fait, le partenariat est équilibré. Regardez la manière dont l'Inde dit aux États-Unis, on vous aime beaucoup, mais on aime aussi beaucoup les Russes. Et puis, peut-être même qu'un jour, si vous nous aidez, on se réconciliera avec les Chinois. Mais si vous ne le faites pas, c'est les Russes qui le feront, etc. Donc, en fait, le monde est en train de changer complètement, ce qui peut-être relativise les déclarations un peu provocatrices de ce genre de financiers, comme vous le citez. Merci Édouard Husson. Pour continuer les relations, il faut dialoguer. Merci pour ce dialogue. Merci à vous, j'étais ravi.